enfin de retour d'ISF. Ça se passe aujourd'hui au Sénat avec une taxe dite Zuckman, du nom de l'économiste Gabriel Zuckman pour votre gouverne. De quoi s'agit-il? Parlez-nous de l'ISF et peut-être aux gens de moins de 20 ans qui n'ont pas connu ce doux Alors, acronyme. en l'occurrence, on va commencer par Zuckman et ce que j'appelle le retour de l'ISF, c'est pas Zuckman. Bon, ça a été validé par l'Assemblée en février et puis là, le Sénat va se prononcer. Il s'agit de cibler les patrimoines qui dépassent 100 millions d'euros pour s'assurer que ces patrimoines, tous les ans, versent bien au minimum 2% de ces 100 millions au fisc. L'objectif, c'est d'aller récupérer 20 milliards d'euros. On est sur une recette monumentale, une recette de 5 fois ce qu'était l'ISF dans ces très très belles années avant qu'il ne disparaisse en 2017. On ciblerait 1800 foyers. Et donc on a fait le calcul avec Emmanuel Le Chip cette nuit. 20 milliards, 1800 foyers, en moyenne, ils paieront 11 millions d'euros en plus. Voilà. Donc c'est une taxe qui est clairement politique. Il y a qu'à voir le pédigré de ce qu'il apporte. Elle est portée intellectuellement par un économiste de gauche, Gabriel Zuckman, et puis elle est portée au Parlement par une proposition de loi écologiste d'Eva Sas et de Clémentine Autain. C'est un impôt de gauche, avec l'idée que de toute façon, la fiscalité, c'est un outil de morale, voilà. Et que la moralité est dans la fiscalité. Derrière, ça adresse un vrai sujet. J'en ai marre qu'on parle d'injustice fiscale quand on parle de la fiscalité en France. Je ne vais pas refaire tout le sketch sur la redistribution. Non, il n'y a pas de sujet d'injustice fiscale en France. Mais cette taxe Zuckman, elle cible vous avez 1800 foyers, donc on va dire ultra riches, qui, compte tenu de la structure de leurs revenus et de la structure de leur patrimoine et du recours à des holdings familiaux, c'est vraiment une catégorie très étroite de la population, fait effectivement, et ça a été confirmé par une étude de l'Institut des politiques publiques, qu'à l'arrivée, en proportion, ils payent moins d'impôts que la norme. Et l'IPP était arrivé à l'idée qu'ils avaient un niveau d'imposition de 26%. Tandis que globalement, il devrait être aux alentours de 50. Après, balancer des chiffres comme ça, c'est toujours les périmètres qui comptent, parce que l'IPP avait pris un périmètre, mais vous pouvez considérer que tout ce patrimoine est quand même lié généralement à une activité professionnelle qui a généré des profits, qui a payé 25% d'impôt sur le revenu. Et des salaires. Donc il faudrait... Enfin, voilà, c'est toujours très difficile d'arriver avec une espèce de photographie convaincante en fonction du périmètre que l'on prend. Alors c'est pas qu'un sujet français, on en parle au Brésil, on en parle en Espagne, on en parle en Belgique, on en parle en Colombie notamment. Les opposants à cette taxe mettent toujours en avant le risque de l'exil fiscal. D'ailleurs, Éric Lombard avait dit, attention quand même de ne pas inciter la poule aux œufs d'or à quitter le poulailler. Voilà. Et puis vous avez en face les partisans qui disent que l'exil fiscal, ça existe, mais alors que c'est vraiment l'épaisseur du trait et que c'est pas du tout un sujet, qui continuent à marteler qu'on a un problème d'injustice fiscale en France. Et alors l'argument de Gabriel Zuckman, c'est de dire, regardez, vous prenez ces patrimoines au-delà de 100 millions d'euros, vous leur imposez qu'il y ait au moins 2% qui partent aux impôts tous les ans, mais comme ils ont un rendement de 5 à 6%, c'est indolore. Voilà ce qui nous est annoncé. Alors, il y a eu deux ralliements assez inattendus à cette taxe Zuckman de deux économistes un peu stars en France. Olivier Blanchard, le français, ancien économiste en chef du FMI, qui s'est dit favorable. Alors lui, il dit qu'il ne faut pas mettre 2%, mais 1%. Et puis, Jean Pisani-Ferry, qui est un des économistes qui a été une des têtes pensantes du programme économique d'Emmanuel Macron en 2017. Voilà ce que c'est que cette taxe Zuckman. Cette taxe Zuckman est-elle, d'après vous, avec votre regard, vous qui avez connu l'ISF, jamais payé, mais j'ai connu la période. Est-elle, non mais sérieusement, et d'un point de vue économique, ce qu'on peut en dire, est-ce que c'est une solution qui peut fonctionner? Dans son état actuel, telle qu'elle est construite, cette taxe Zuckman, ma réponse est 3 fois non, c'est de la folie. Pourquoi? Parce qu'elle inclut l'outil professionnel. Vous avez affaire à des gens, on va dire 1800, des gens qui effectivement possèdent des entreprises Maus costauds, qui investissent massivement, qui emploient massivement, qui payent peut-être effectivement proportionnellement moins d'impôts que s'ils n'étaient pas dans cette position très particulière, mais ce qu'ils payent en impôts, ce sont des montants astronomique. Vous avez des gens qui parfois vont avoir 90% de leur patrimoine, c'est l'outil de travail. On peut prendre un exemple, prenez Arthur Mensch, le patron de Mistral AI. Vous inquiétez pas qu'il risquerait de se faire rattraper par cette taxe Zuckman. Je doute qu'il ait les millions en cash disponibles sur son compte en banque pour aller payer le fisc. Ça veut dire que dans ces cas-là, et ça s'est déjà vu par le passé, tous les ans, vous devez liquéfier une partie de votre entreprise pour avoir le cash. C'est du cash qu'on donne aux impôts. C'est pas une promesse d'eux ou une... Et donc, bon, pour cette raison-là, la présence de l'outil de travail, on n'avait jamais osé mettre l'outil de travail dans l'ISF.
par le passé. C'était la limite qu'on n'avait jamais franchie. Pour cette raison, alors là, je réponds non, c'est pas une bonne solution. Et après, ça suppose quand même de taxer, si vous voulez, le capital, et donc de taxer l'investissement. Et donc de taxer un patrimoine qui n'est pas forcément liquide. Et donc pour moi, en incluant l'outil de travail dans la taxe, là c'est une machine de destruction massive de l'outil productif français. Deuxième raison qui me pousse à dire non, ça n'est pas la bonne solution. On est en train de faire miroiter des trucs de dingue. Ah ben là tout d'un coup il n'y aurait plus de problème de justice fiscale. Puis vous savez, on a des problèmes de déficit, donc s'il faut taxer les riches, toujours l'idée de taxer les riches. Sauf que je vous rappelle que le déficit, imaginons qu'on ait 20 milliards, hein, le déficit c'est 160 cette année. Les remboursements des intérêts de dette c'est 67 milliards. Donc ça règle aucun des problèmes. Et cette idée qu'en taxant les riches, le reste du pays aura plus dans sa poche, c'est un mythe. Pas un Français n'aura un sou en plus dans sa poche parce qu'on aura réussi à aller gratter 20 milliards à 1800 foyers. Donc c'est juste une espèce de promesse de justice et de redistribution qui n'existera pas. Si éventuellement il y avait 20 milliards de plus, ce serait 20 milliards de déficit en moins potentiellement si on fait une sorte d'équivalence de coin de table. Alors après, je vais quand même dire, oui, ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une solution si on considère qu'il faut enfin sortir de ce débat éternel sur l'injustice fiscale française, qu'il faut enfin enterrer à jamais cette question, faut-il taxer les riches ? Et qu'il faut considérer que, de manière un petit peu cohérente, le taux d'effort de chacun doit être le même face à l'impôt. Et si on considère qu'une partie de la population, soit moins de 2000 ménages, ont un taux d'effort un peu trop bas, et que ça doit être la condition pour sauver le socle de la démocratie qui est le consentement à l'impôt, alors là, admettons que peut-être la réponse est oui. Seulement, on a une particularité. Il y a des pays qui se permettent ce genre de truc sur quelques années, voire one shot, mais ils ont des niveaux de prélèvements obligatoires qui laissent de la marge de manœuvre. Nous, on n'en a pas. On a le record du monde. Donc, on ne peut plus vraiment jouer sur les prélèvements obligatoires. Et pourtant, c'est systématiquement ce qu'on essaye de faire. Et là, on est dans un débat budgétaire 2026. On n'arrête pas d'en rajouter. Il y a cette séquence Zucman au Sénat. Il y a cette réflexion dont je vais parler dans un instant à Bercy. Et pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, on a eu une grande réflexion pour savoir s'il fallait envoyer un coup de hache dans la niche fiscale qui profite aux emplois à domicile. Les seuls éléments concrets qu'on a su mettre en avant pour 26, pour le moment, ce sont que des solutions fiscales et exclusivement des solutions fiscales. J'ai pas entendu le début de la queue d'une idée d'une vraie baisse de dépenses publiques structurelles. J'en ai pas pour l'instant à vous citer. La taxe Zucman va-t-elle voir le jour, d'après vos informations, dans le budget 2026, Nicolas ? Alors non, clairement non, ce ne sera pas la taxe Zucman. En 25, on a fait la CDHR, la contribution différentielle sur les hauts revenus, pour aller taper les plus hauts revenus de manière exceptionnelle. On avait dit c'est une année. Ok, c'est un an. Et Bercy nous prépare depuis en nous disant que oui, on va bien arrêter ça, et on va créer une taxe anti-optimisation. Un nouvel outil qui, cette fois-ci, ne visera pas les hauts revenus, mais visera les hauts patrimoines. Alors, les Échos avaient pas mal d'infos ce matin. J'ai regardé ce que racontaient les Échos, généralement bien renseignés, journal sérieux, on est bien d'accord. Bon, là, cette fois-ci, l'outil pro n'est pas dedans. OK ? On sort l'outil professionnel de la base taxable. Là, on considère que tout ce qui est éligible au pacte du trade est exonéré à hauteur de 75%. Okay. On considère que si on a des parts minoritaires dans une entreprise, mais que ça pèse au moins 50% de la base au moins la moitié de la base qui peut être taxée et que je les garde plus de 6 ans, ça rentre pas dans le calcul. On considère que si j'ai des œuvres d'art, ça rentre pas dans le calcul. Que si je détiens des forêts, ça rentre pas dans le calcul. Et que ma résidence principale, je suis au moins 30%. Excusez-moi, mais c'est l'ISF. Si vous voyez une différence, dans le schéma que je viens de vous démontrer, il y a une différence ou pas avec l'ISF, moi j'en vois pas. Donc oui, j'ai écrit l'ISF revient. Vous voyez, c'est pas compliqué. L'idée, c'est pas de taper 1800 ménages, mais 60 000. On vise les patrimoines nets au-dessus de 2 millions d'euros. Et on espère avoir à peu près le rendement que devait rapporter la CDHR en 25. La CDHR en 25, on l'avait dit, ça fait 2 milliards. Bon, finalement, on serait plutôt sur le milliard et demi. Oui. A priori, on va être sur quelque chose qui devrait plutôt être de cet ordre-là, avec la taxe anti-optimisation sur le milliard et demi. Ce qui veut dire que quand vous prenez l'IFI plus la taxe anti-optimisation, vous retrouvez à peu près les recettes de feu l'ISF. Voilà, it's back. L'ISF. Que du bonheur, hein. Merci beaucoup, Nicolas. Cette séquence à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et sur YouTube, les explications économiques de Nicolas. Vous pouvez partager avec nous vos convictions, notamment dans l'espace commentaire de YouTube. Un parfum de